Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Café du e-commerce. On voit très bien l'intérêt donc de ce social shopping pour le consommateur, pour la consommatrice. Mais Catherine, est-ce que le marchand il trouve son compte? Alors, est-ce que le marchand trouve son compte? Oui, il trouvera toujours son compte à répondre aux besoins de ses clients. Et je crois qu'il y a deux besoins qui sont fondamentaux. C'est le besoin social, on l'a vu, Lionel l'a dit. Aujourd'hui, on achète en communauté. On a besoin d'être en groupe pour acheter. Parce que ça réintroduit de l'humain dans l'achat. On a besoin de cette chaleur pour de la proximité. L'e-commerce, c'est pratique, mais enfin, c'est quand même ennuyeux la plupart du temps. Donc ça répond à ce besoin de proximité qui crée la préférence. Et puis l'autre, ça répond à un besoin de transparence. Moi, je veux pas qu'on m'affirme des promesses s'il n'y a pas des preuves qui suivent derrière. Donc le fait que quelqu'un sur un site dise oui, c'est le moins cher, oui, ce pantalon est bien coupé, voilà, ça va dans la transparence. Alors Stéphane, si les données sociales, comme l'explique Lionel, sont intéressantes pour les consommatrices, si d'un autre côté, comme l'explique Catherine, les marchands y trouvent également leur compte, comment est-ce qu'on fait pour les utiliser, ces données ? En fait, aujourd'hui, c'est extrêmement important, comme on l'a vu, de générer, de faciliter sur le site la génération d'avis, de commentaires sur les produits. Toutes les statistiques montrent qu'effectivement, c'est une aide très importante à la conversion, mais également à la diminution des taux de retour, qui est un grand challenge pour les marchands. Donc, sur son site, c'est très important de disposer de ces fonctionnalités, mais il est également important de tirer profit des grands réseaux sociaux pour la capacité qu'ils ont d'attirer d'autres clients, d'utiliser la viralité de ces réseaux pour attirer des clients sur son site. Et donc sur ce graphique qu'on a emprunté à nos partenaires de The Persuaders, vous voyez un petit peu le cercle vertueux entre les fonctions sociales que l'on met sur son site, favoriser l'émission d'avis, favoriser la logique de notes, favoriser le commentaire sur les produits, favoriser le partage d'un acte d'achat. On partage sur les grands réseaux sociaux comme Facebook. Et ces réseaux sociaux nous permettent par viralité d'adresser nos amis, les amis de nos amis, qui eux-mêmes suscitent un intérêt par rapport aux produits et reviennent sur le site. Donc il y a un véritable cercle vertueux à mettre en œuvre avec les dispositifs sociaux on-site, proprement sur son site, et l'utilisation des grands réseaux sociaux à minima pour la capacité virale, la capacité à attirer d'autres clients qui vont partager cet avis sur le produit. Lionel, vous partagez cette façon de voir? Oui, alors sur la boutique dans Facebook, le F-commerce, moi je suis assez sceptique, j'attends de voir des choses qui me convainquent totalement. Néanmoins, je pense que dans l'idéal, il faut utiliser deux modes d'interaction. Là, je ne parle pas forcément pour un marchand, mais en tout cas, nous on voit le réseau social comme un média dans lequel on a tout intérêt à développer une communauté de marques. Alors c'est pas forcément une communauté de millions de membres comme Starbucks. Il y a des marques d'appareils photo qui ont des petites communautés mais très actives parce que ce sont des fans. Donc là, l'idée, c'est d'entretenir la relation dans cette communauté avec du community management ou d'autres métiers pour profiter de la puissance de ce média. C'est un média que je considère puissant, non pas par le volume, parce que on peut avoir des petites communautés, mais par l'affinité croisée à la vitesse de propagation, parce que les gens colportent eux-mêmes en publiant sur leur wall et créent un média assez élastique et dynamique. Donc on va l'utiliser pour faire de la social activation, pour générer du trafic sur son site. Et si c'est un site marchand, après il faut calculer tous les ROI de tout ça, mais je ne suis pas spécialiste. Ensuite, sur le site de l'enseigne, sur le site du marchand, sur le site de la marque, on pense qu'il faut embarquer du social. Donc c'est ce que Stéphane montrait tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'enrichir l'expérience d'achat. Et aujourd'hui, il y a plein de fonctionnalités sociales qui nous permettent d'enrichir l'expérience pour une personne qui visite un site. Il y a des choses qui sont assez rigolotes, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus utiles. On verra des exemples tout à l'heure. Et ensuite, ça va surtout nous permettre, en mettant ce qu'on appelle du social ready, c'est-à-dire que le site soit émetteur naturellement vers le réseau social, que ce soit Facebook avec des likes, plus un Google. Mon site est émetteur, il est interactif et il va communiquer avec le réseau social. Donc c'est le cercle vertueux dont tu parlais tout à l'heure. Stéphane, je vous propose qu'on commence par regarder comment est-ce qu'on utilise Facebook pour vendre sur son site et que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'on peut faire concrètement, parce que au final, c'est probablement ce qui intéresse le plus l'audience. La grande puissance de Facebook, c'est que ça va vous permettre de faire de la personnalisation, et on sait tous que c'est la killer app du e-commerce aujourd'hui, et de la personnalisation en utilisant vos relations
et vos goûts de manière, votre propre subjectivité. C'est-à-dire qu'on peut très facilement aujourd'hui monter sur son site des moteurs de recommandation qui exploitent la donnée de votre profil Facebook. Qui sont vos amis? Quels sont vos goûts? Qu'est-ce que vous aimez? Et ça, c'est extrêmement puissant puisque aujourd'hui, on voit que 90% des consommateurs en ligne écoutent l'avis d'un ami et ça influence leur acte d'achat. Donc aujourd'hui, l'exploitation de vos informations en termes de goût, mais aussi quels sont vos réseaux d'amis et le fait de vous afficher ça dans le contexte de votre site web marchand, c'est extrêmement puissant pour doper la conversion. Moi, si je suis un petit marchand, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 enjeux, je crois. Il y en a un qui est financier quand même. Il faut passer du temps pour capter ces informations. Mais bon, il y a un enjeu financier quand même lié à tous ces sujets-là. Il y a un enjeu aussi qui est, on l'a dit tout à l'heure, éthique ou philosophique. Moi, je sais que il faut quand même, ça fait peur un peu toutes ces informations sur ma vie là. Il faut que je remonte jusqu'à mon adolescence. Je me dis que bon, il faut pas transgresser les limites de ma zone de vie privée. Et si jamais sur votre site vous utilisez ces outils-là, je crois qu'il faut infiniment rassurer vos visiteurs et vos clients sur l'usage que vous en ferez. Ça, c'est un enjeu de communication, mais qui est lié à votre éthique. Il y a aussi, c'est vrai que c'est passionnant de voir comment les consommateurs évoluent, qu'est-ce qu'ils disent. Moi, je crois que l'enjeu client, il est d'abord dans l'écoute. Ça, je vous apprends rien. Si vous êtes marchand, vous savez que c'est la première qualité. L'écoute, moi, je le vois avec des clients à moi. Ils utilisent toutes ces informations sur les réseaux sociaux, non pas pour y répondre. Ils laissent les gens parler. Alors c'est un sacré travail, parce qu'il faut lâcher prise, surtout quand on lit des critiques parfois épouvantables. Je pense à une banque notamment qui utilise toutes ces informations captées pour retravailler ses produits. C'est intéressant, et même sans outils ou sans investissement, vous pouvez commencer en vous mettant vous-même des alertes Google sur votre nom, sur vos produits, sur votre site, et vous verrez bien ce que les gens en disent. Et en fonction de ça, le collecter pour pouvoir, peut-être changer un petit peu votre promesse, avoir des preuves plus convaincantes. Bon, ça c'est intéressant. Et puis, alors il y a un dernier enjeu quand même c'est bien joli de capter toutes ces informations, mais encore faut-il pouvoir les utiliser et prendre des bonnes décisions opérationnelles pour faire changer les choses. Et comment partager l'information en interne entre toutes les personnes qui s'occupent de relations. Très concrètement, il y a alors après si on est un petit marchand, on est Shiva, on fait tout, donc c'est facile, on est tout seul. Mais quand on est plusieurs, il y a plusieurs points de contact avec le client. Il y a le marketing, il y a le commercial, il y a le service client, le call center, le community manager s'il y en a un. Donc toutes ces infos que j'aurais collectées via les réseaux, comment je vais en interne les partager pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Et ça, c'est pas facile. Voilà, donc 4 enjeux. Alors justement, est-ce qu'il y a une vie au-delà de Facebook, Jean-François? Oui. Donc moi, j'ai une phrase que j'aime bien qui dit que le monde est plat. Ça, vous avez peut-être lu le bouquin. Mais aujourd'hui, en fait, il est de plus en plus fragmenté. C'est-à-dire que globalement, on peut atteindre à peu près n'importe qui sur la planète. Néanmoins, les univers en fait autour des consommateurs, ils sont en train de se refermer. Un exemple, par exemple dans le mobile, il y en a qui sont BlackBerry, il y en a qui sont iPhone. Et aujourd'hui, par exemple, dans les collèges, il y a des collèges où les enfants, les jeunes ont plutôt des BlackBerry, des collèges sont plutôt iPhone. Si on veut atteindre cette cible, est-ce qu'on doit faire un investissement sur BlackBerry ou est-ce qu'on doit faire un investissement sur iPhone? Pareil avec Facebook. Tout le monde n'est pas sur Facebook. Et même sur Facebook, tout le monde ne se positionne pas de la même manière, n'est pas dans la même sphère sur Facebook. Donc, il y a cette problématique de marque, c'est de bien identifier, en fait, les sphères qu'on a à conquérir. Parce que ces sphères, en fait, dans cette sphère, on va avoir une homogénéité digitale qui va permettre justement aux acteurs de cette sphère de communiquer, et cette sphère digitale converge de plus en plus avec des sphères sociales. Donc il est très important pour les marques aujourd'hui de bien identifier quel est le vecteur le plus intéressant pour atteindre la sphère qui aura le plus d'intérêt pour elles. Malgré tout, le shopping social, ça reste essentiellement la communauté, au sens large, avec ses notes, ses avis, ses commentaires. Je voudrais simplement qu'on revienne sur des exemples concrets d'utilisation de ces informations. Stéphane. Bien, souvent on utilise les avis sur la fiche produit pour permettre de faire basculer l'acte d'achat, de pouvoir regarder ce que d'autres consommateurs pensent de ce produit-là, et ça va nous aider à convertir. J'ai
Compario, on permet d'utiliser les notes, qui sont une expression très rationnelle de la position qu'on a vis-à-vis d'un produit. Et comme c'est quelque chose qui est quantitatif, on peut l'utiliser pour structurer la navigation. Je recherche que des produits qui ont les meilleures notes. Voilà. On peut les utiliser pour mettre en avant des produits. Et ça, c'est très important, les mettre en avant sur sa homepage ou les mettre en avant dans une zone particulière de son site. On peut aussi faire des choses qui sont un peu plus poussées, puisque souvent on exprime uniquement la note vis-à-vis d'un produit. C'est très global, c'est très général. Mais pourquoi pas avoir des attributs plus subjectifs sur les produits, comme le rapport qualité-prix, le design, le confort dans le textile par exemple. Ils peuvent être des éléments d'expression des clients qui sont aussi des éléments qui sont rationnels, et du coup on va permettre de structurer la navigation en disant je recherche avant tout, quand je recherche un suite, ce qui est important c'est le confort. Et il est vrai malgré tout qu'entre la présentation que peuvent faire certains marchands de leurs produits et l'opinion qu'en ont les clients, il peut y avoir un univers. Et donc, il est clairement intéressant pour le marchand d'essayer de faire converger ce qu'il reçoit de l'avis des consommateurs, l'utiliser comme une caisse de résonance, en quelque sorte, pour essayer d'améliorer son offre, en tout cas mettre en avant ses produits. Et présenter les chaussures de bateau niveau régate professionnelle qui sont les mieux notées par les utilisateurs, ça a quand même une puissance très supérieure à simplement se cantonner à dire chaussures de bateau niveau régate professionnelle. Si c'est plébiscité par les notes et les avis des consommateurs, finalement votre règle de merchandising va avoir une puissance décuplée. Dernier exemple en date, alors il faudra voir ça de près. Walmart, excusez-moi, j'ai beaucoup d'exemples américains. Walmart, avec tout son maillage des États-Unis, avec ses boutiques, a lancé une application qui s'appelle My Local Walmart. Et je vous invite là aussi à aller l'installer et faire toute la phase de configuration. Vous rentrez votre code postal, on vous donne une liste de magasins à proximité, vous devenez fan d'un ou N magasins, et ensuite il y a des promotions, des événements qui sont pushés en personnalisation géolocalisée par rapport à ce que j'ai décidé de choisir comme magasin. Alors je ne sais pas encore comment ça va fonctionner en push, parce que je suis pas sûr qu'ils vont envoyer des mails aux gens, qui vont pusher dans le ticker, on verra bien. Mais peut-être que là aussi, par rapport au mobile et à la géolocalisation, si c'est accepté, si c'est permis par l'utilisateur, ils vont pouvoir développer de la promotion de vente très locale, magasin par magasin. Donc ça, c'est des exemples à suivre aujourd'hui. Mais en tout cas, l'échelle locale et le mobile sont deux ingrédients aussi qui mettent le social vraiment dans une perspective d'avenir assez intéressante. Alors, le online et le offline, ça pose une question fondamentale, c'est la question de l'humain. Et là, Jean-François, dans cette transformation profonde du marché, on voit bien que l'organisation humaine, notamment sur le terrain, joue un rôle fondamental. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ça ? Oui. C'est vraiment un sujet qui est très très important. Il n'y aura pas de commerce connecté efficace sans une implication forte des équipes des forces de vente, et notamment des forces de vente terrain. Idem pour la présence sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas y avoir de projet efficace d'une marque, de présence sur les réseaux sociaux, sans un engagement fort de l'ensemble des équipes. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps avec les directeurs ressources humaines parce que le nerf de la guerre est un petit peu là. Vous avez des collaborateurs dans les magasins qui ont une vie digitale. Vous avez des clients qui ont une vie digitale. Généralement, les collaborateurs terrain ne peuvent pas utiliser leur savoir-faire digital pour dialoguer en dehors des limites du magasin. C'est vraiment une perte aujourd'hui, parce que si ces collaborateurs pouvaient s'exprimer au-delà de la communication orale, en communiquant sur les réseaux sociaux, etc., avec une adresse email de la marque, ils pourraient créer une relation de confiance, de fidélité beaucoup plus forte. Des marques l'ont fait. Microsoft, tout collaborateur de Microsoft, avec son email Microsoft, peut tweeter, peut avoir un blog, etc. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Aujourd'hui, pour avoir une efficacité globale dans le digital commerce, il faut engager ces équipes terrain avec, je dirais, une motivation renouvelée des forces de vente, parce qu'elles seront ravies d'étendre le savoir-faire en matière de vente physique vers ce savoir-faire digital. Donc ça, c'est très très important, que ça soit globalement pour le commerce, mais également pour tout ce qui est présence sociale de la marque sur les réseaux.